Ça fait bientôt 20 ans que je suis arrivé en France. Et une des mes premières réunions, c'était déjà avec les TRT5. Donc, depuis le début, on a été en contact. Et les TRT5 nous a beaucoup soutenus dans toutes nos études. Donc, c'est avec plaisir que je participe aujourd'hui à cette réunion. Et donc, effectivement, il m'a été demandé de présenter Riviera, que c'est un programme collaboratif qui cherche la rémission. Et je ne vais pas rentrer dans les aspects scientifiques. Je donnerai 2 exemples, mais je ne vais pas rentrer dans les aspects scientifiques de programmes qu'on développe, mais plutôt dans les contextes où Riviera a été lancé et où on est aujourd'hui. Et évidemment, comme vous le savez, donc, le traitement antirétroviral reste aujourd'hui quelque chose qu'il faut maintenir à vie, parce que dès qu'on interrompt le traitement antirétroviral, le virus va réapparaître très rapidement dans les quelques jours, quelques semaines qui suivent l'interruption. Cependant, il y a quelques exceptions qui montrent que dans certains cas, pour des circonstances diverses qui ne sont toujours pas très bien connues, sont capables de maintenir un virus à un niveau indétectable pendant de longues périodes de temps. Et en fait, on a vu que ça a stimulé l'existence de ces cas, a stimulé l'intérêt pour une cure du VIH. Et donc, on peut le visualiser par rapport à l'intérêt global sur la cure. Quand on cherche, on s'interroge dans Google combien de fois les gens ont cherché HIV cure dans le monde entier. On voit que pendant très longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de recherches en fait, sur ça, mais on voit des pics très impressionnants sur un intérêt sur cette possibilité d'une cure du VIH. Et donc, les premières pics correspondent à l'annonce du cas de Timothy Brown, du patient de Berlin. Donc, c'était le premier cas d'une personne qui avait reçu une greffe de moelle et qui, après avoir reçu cette greffe de moelle d'un donneur qui portait une mutation Delta 32, donc qui empêche l'entrée de certaines souches du virus dans les cellules, semblait débarrasser du virus. Donc, Timothy Brown a été vraiment un pionnier dans son advocacy, dans sa participation à stimuler l'intérêt de la recherche sur les cures. Et malheureusement, Timothy est décédé en 2020, mais vraiment son activité, sa générosité a été cruciale pour faire avancer cette recherche sur la cure. Et ensuite, vous voyez qu'il y a différents autres pics d'intérêt. Donc, le suivant, c'était les bébés de Mississippi et les patients de l'étude, les participants de l'étude Visconti, donc qui sont en rémission de l'infection par le VIH. Et ensuite, des cas sporadiques, les cas du patient de Londres, plus récemment, les patients de New York, ou encore cet été, des cas de possibles guérisons après une greffe de moelle. Et on voit comment finalement il y a eu ces annonces, ça a attiré l'attention, ça a stimulé l'attention du public, mais cette attention semble diminuer petit à petit parce qu'il n'y a pas pour l'instant une stratégie curative qui soit disponible. Mais à la fin, ces cas qui semblent sporadiques commencent à s'accumuler. Donc il y a aujourd'hui au moins 5 cas de personnes qui peut-être ont été guéris grâce à une greffe de moelle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prouver la guérison. On peut savoir que dans le cas de Timothy Brown, il a pu vivre 12 ans sans avoir de traces du virus. Donc on a aussi les contrôleurs naturels. Et là, on a plus d'un millier de cas de personnes qui ont été capables de contrôler le virus sans avoir jamais reçu des traitements antirétroviraux. Et donc, dans certains cas, on arrive aujourd'hui à plus de 30 ans de contrôle sans avoir jamais eu besoin de prendre un traitement antirétroviral. Et donc, c'est des cas qui commencent à être très significatifs. Uniquement en France, dans l'accord Codex de l'ANRS, il y a plus de 300 cas qui sont suivis. Et donc, finalement, il y a aussi les contrôleurs après arrêt du traitement. Ça, c'est des personnes qui ont eu besoin d'un traitement antirétroviral pour contrôler initialement le virus, mais qui, de façon assez extraordinaire,
on était capable de contrôler ce virus après une interruption du traitement qui est survenue pour des circonstances très, très variées. Donc il y a à peu près une centaine de cas qui sont décrits dans la littérature, une trentaine qui sont suivis ici en France. Et pareil, dans le cas de l'étude Visconti, on a certaines personnes qui ont pu vivre déjà plus de 20 ans sans des traces du virus après l'interruption du traitement. Donc, certaines circonstances qui nous font penser qu'il y a un bon nombre de personnes qui arrivent à vivre avec le VIH mais sans traitement et que, voilà, ça c'est des exemples des choses que nous, on pourrait viser avec de nouvelles stratégies. Et effectivement, à part de stimuler l'intérêt global, tous ces cas ont aussi stimulé la recherche sur HIV cure. Donc, vous voyez à gauche, c'est le nombre de publications sur la guérison du VIH qui sont publiées dans des journaux scientifiques. Donc, encore une fois, un point où les choses ont beaucoup changé et sont accélérées après l'annonce du cas de Timothy Brown. Pareil, au niveau des réservoirs viraux, ça va de la main. L'existence des réservoirs, c'est justement la problématique pour laquelle on ne peut pas guérir aujourd'hui du VIH. Donc, il faut améliorer nos connaissances sur les réservoirs pour arriver à une cure. Et donc, effectivement, la recherche sur la cure a commencé très récemment. Donc, on est passé pour une étape des petits pas d'enfants, mais je pense qu'on commence à arriver à des étapes de plus de maturité qui vont se traduire par le développement de ces stratégies qui peuvent être testées dans des essais cliniques. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui plus de 90 essais cliniques autour de la cure, dont certains qui sont, la plupart sont en phase 1, 2, certains sont en phase 3 et 4. La plupart, beaucoup concernent des anticorps monoclonaux. Donc, ces anticorps soulèvent un intérêt parce que ce sont des anticorps, donc c'est des anticorps monoclonaux neutralisant du VIH à large spectre. Donc, ils ont une activité spécifique contre le VIH, mais ils reconnaissent beaucoup des souches du virus. Donc, ils ont été déjà testés cliniquement sans des effets secondaires importants. Ils ont une longue durée de vie, ils ont une activité antivirale cliniquement prouvée, donc ils sont capables de bloquer le virus quand ils sont infusés chez les personnes vivant avec le VIH. Et ils ont plusieurs activités potentielles, donc ils peuvent bloquer le virus, ils facilitent l'élimination des cellules infectées, par des activités cytotoxiques et il peut avoir un effet vaccinal. Et donc, c'est cette combinaison de choses qui fait que ces anticorps soulèvent un intérêt majeur. Quand on regarde où ces essais cliniques ont lieu, donc ce qu'on va voir, c'est que voilà, il y a une majorité de ces études qui se font aux États-Unis. C'est largement là où se produit la recherche sur les cures. Il y a l'Europe qui arrive derrière, avec la France, avec certains essais cliniques de différentes envergures. Et vous pouvez voir comment, bon, il y a quelques essais en Asie, en particulier en Chine. Et il n'y a que 4 essais qui ont lieu en Afrique. Peut-être dans d'autres études aux États-Unis, il y a des sites qui sont localisés en Afrique, mais ils ne sont pas des essais qui sont vraiment portés, développés en Afrique. Donc, on voit où on revient un peu peut-être à la question aussi qui posait Karine sur qui sont les personnes qui devraient être ciblées par ces traitements curatifs. Et, bon, pour l'instant, ils ne font pas partie de ces premiers essais cures. Donc, mais on voit l'impact important de la recherche aux États-Unis. Et en fait, à part les effets un peu annonces de ces cas de guérison, le cas de Timothy Brown a été annoncé après un peu plus expliqué lors d'un workshop qui avait été organisé par l'IAS, donc la Société internationale de la lutte contre le sida, à Vienne en 2010. Et donc, c'était un workshop qui avait été organisé, entre autres, par Françoise Barré-Sinoussi pour attirer plus de recherches fondamentales dans cette conférence qui était très clinique, et associative, etc. Et donc, l'objectif, c'était déjà de parler des réservoirs, l'objectif d'une cure. Et cette workshop a eu beaucoup de succès. Et à partir de là, l'IAS a lancé l'initiative Towards HIV Cure, qui a été un catalyseur vraiment aussi de la recherche sur la cure. Et immédiatement derrière, l'NIH a répondu avec
une mise à disposition de fonds très importants, dont 70 millions de dollars, pour la création des études qui s'appellent des collaboratories, Martin Delaney Collaboratory, donc qui visent exclusivement la recherche sur la cure. Donc ça, c'est arrivé en 2011. 5 ans plus tard, parce que c'est des programmes de 5 ans, ils ont réinjecté de l'argent et ils ont créé 3 collaboratoires supplémentaires, donc 154 millions de dollars. Donc chaque collaboratoire va recevoir à peu près 25 millions de dollars pour faire ce type de recherche. Et là, dernièrement, en 2021, il y a eu un nouveau... voilà, une nouvelle période de financement, donc avec quasiment 270 millions de dollars et le financement de 10 collaborateurs sur la cure sur le VIH. Donc ça peut expliquer pourquoi immédiatement les États-Unis ont pris vraiment la recherche sur les cures à cœur et ils ont mis des moyens. Ça c'est uniquement pour ce programme collaborateur, l'NIH a débloqué d'autres fonds très conséquents pour des programmes plus ciblés sur des questions particulières. En parallèle, il y a l'ANFAR qui a débloqué aussi, ou qui a débloqué de l'argent pour la recherche sur les cures. Ils ont créé un institut pour la cure du VIH à San Francisco. Gilead, Yesca avec VIV, ils ont créé aussi un centre sur les cures. À chaque fois, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont débloqués. L'institut de Yesca, il est à Caroline du Nord. Et là, récemment, la Gates a mis en marche un programme avec l'NIH pour travailler sur la cure, plus avec un point de vue de la thérapie hygiénique. Donc démarré en 2018, où ils ont débloqué 200 millions de dollars pour travailler sur ces aspects-là. Donc évidemment, nous, on n'est pas là en termes de financement. Donc il y a des rapports qui essayent de montrer que l'investissement de différents pays dans la recherche sur les cures, donc les chiffres qui sont présentés là sont assez fausses. En fait, il y a une sous-estimation assez importante de ce qui est apporté en dehors des États-Unis, mais le gap entre les États-Unis et tous les autres pays est très important. Donc, dans les différents pays, les chercheurs essayent de s'inventer un peu pour avancer. Donc, avec la création de différents collaboratoires, de se mettre ensemble, plus ou moins avec un soutien plus ou moins direct, avec un financement public plus ou moins évident. Donc, au Royaume-Uni, il y a une initiative qui s'appelle KERUB. En Australie, il y a le Melbourne HIV Cure Consortium. Au Canada, il y a CanCure. Et aux Pays-Bas, il y a NL4 Cure qui est soutenu par Aid Funds. Et donc, nous, en France, on a proposé de créer Riviera. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait une action coordonnée autour des réservoirs qui fonctionnait depuis 2018, donc qui était portée en particulier par Christine Rousseux. Et donc, cette action coordonnée qui a existé entre 2008 et 2018 réunissait déjà des spécialistes, aussi bien de recherche fondamentale, clinique, représentants associatifs, etc., qui s'intéressaient sur la question des réservoirs et de rémission et cure. Et donc, face à un contexte où on savait qu'on n'avait pas accès à des fonds spécifiques pour travailler sur la rémission, sur les réservoirs, etc. Et vu les financements importants qui s'est débloqués par ailleurs, on a décidé de créer cette consortium collaboratif, le proposer à la NRS et d'essayer d'établir une initiative qui pourrait aller chercher des fonds privés aussi pour soutenir cette recherche. Et donc pouvoir développer des projets de recherche ambitieux. Donc, c'est ça qu'on a proposé en 2014 et on a commencé à fonctionner plus ou moins en 2015. Et donc, aujourd'hui, Riviera compose plus d'une vingtaine d'équipes académiques avec différentes expertises qui vont de la recherche clinique en passant par les sciences sociales, après pour des aspects plus fondamentaux de virologie, d'immunologie, de modélisation mathématique, de pharmacologie, etc., et de modèles animaux, donc qui nous permet d'étudier différentes questions autour de la recherche sur la cure avec tous ces points de vue. Et donc, l'idée de Riviera, c'est de pouvoir inciter des programmes de recherche innovants
Donc, pouvoir aussi, donc des programmes de recherche qui se développent au sein de Riviera, mais aussi pouvoir soutenir des gens qui s'intéressent à cette question de recherche et voir si on peut les aider avec des outils, l'accès à certains échantillons aux ressources biologiques, et donc à la fin, et aussi faire des activités d'animation autour de la cure. Et l'idée, c'est basiquement arriver à développer de nouvelles stratégies visant la rémission de l'infection par le VIH. Ça peut aller de l'identification des corrélats qui vont nous permettre d'anticiper qui peut arrêter un traitement et contrôler le virus, identifier de nouvelles pistes de recherche pour induire une rémission, etc. Et donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web de Riviera qui était mis à point cette année. Et donc, dans Riviera, on utilise, comme il disait, une stratégie très translationnelle. Donc, on se base déjà sur une expertise qu'il y a ici en France dans l'étude des différentes cohortes, des contrôleurs, des non-contrôleurs, des modèles animaux qui peuvent imiter un peu ce phénomène de contrôle naturel ou de contrôle après arrêt du traitement. Donc, on essaye d'apprendre de leurs mécanismes, comprendre l'établissement de réservoirs, comprendre la mobilisation de réponses immunitaires, essayer de les valider au niveau des essais précliniques et cliniques. On fait des développements technologiques parce que parfois, tout simplement, on n'a pas les bons outils pour faire ces études. Et on essaie de coupler des études de sciences sociales, d'un côté pour comprendre mieux les expectatives des personnes qui participent aux études, la motivation et leur perception de cette participation, mais aussi pour mieux développer les nouvelles stratégies ou mieux cibler ces attentes des personnes qui vivent avec le VIH au niveau de quelle serait l'acceptabilité de nouvelles stratégies et aussi comprendre un peu mieux leur qualité de vie quand ils sont des contrôleurs. Donc, on a mis en place plusieurs programmes innovants. Donc, vous voyez ici un petit résumé. Certains sont des recherches très fondamentales, d'autres des recherches plus technologiques et finalement des essais cliniques avec le soutien de différentes instances. Donc, on a des partenariats privés avec BIF Healthcare. Par exemple, on a 2 programmes qui sont financés à plus d'1 million d'euros. On a eu un grand programme qui était financé par MS d'Avenir, dont je dirai un mot tout à l'heure, où on a reçu un soutien important de presque près de 5 millions d'euros. Et après, on a des essais cliniques qui sont soutenus par l'ANRS et qui aussi mobilisent des moyens importants. Mais à la fin, c'est un peu cette interaction publique-privée qui nous intéressait depuis le début. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais finalement, Riviera, c'est une initiative où on porte aussi, qui est sur les chapeaux de l'ANRS. Et donc, quelle est la contribution de l'ANRS? Donc, il y a une équipe de soutien, donc, qui est toute l'équipe quasiment directive de l'ANRS qui nous soutient dans les différentes instances. Donc, l'ANRS va nous aider avec la gestion de certains projets qui impliquent différentes équipes de recherche. Et donc, l'ANRS va faire une gestion normale des fonds qu'on a pu récupérer pour ces projets. En termes de contributions financières directes, l'ANRS est le sponsor de la recherche biomédicale quand il faut des projets de recherche Riviera, même quand ils sont financés par des tiers. Et on a le financement d'une assistance administrative et un peu de fonds pour les activités d'animation et de réseau. Et en termes de recherche, les seules contributions directes de l'ANRS a été le financement de 4 ans d'un postdoc dans le contexte de ce programme financé par MSD Avenir. Et donc, c'était un compromis qui avait été arrivé là. Mais sinon, tous les autres soutiens de l'ANRS viennent à travers le dépôt de projets dans les appels d'offres compétitifs standards. Donc, finalement, ce que Riviera nous a permis, c'est de créer une structure qui nous donne une crédibilité, qui nous donne des ressources pour pouvoir aller tirer des financements conséquents dans des appels d'offres compétitifs, que ce soit auprès de l'ANRS, auprès du NIH qui nous soutient aussi, et espérons-le aussi au terre de l'Europe où on commence à essayer d'obtenir des financements. Et donc, évidemment, après, il y a d'autres types de contributions plus indirectes parce qu'on travaille beaucoup avec les cohortes qui sont déjà soutenues par l'ANRS. Donc, 12 exemples pour finir sur les types de collaborations qu'on peut avoir avec les financeurs privés. Donc, les premières, c'est P. Visconti. P. Visconti a essayé de comprendre
quels sont les facteurs qui peuvent faciliter un contrôle du traitement, un contrôle du virus après une interruption du traitement et l'impact d'un traitement précoce versus un traitement tardif. Et quand on fait nos études chez l'homme, il y a beaucoup de facteurs qui même une hétérogénéité qui ne nous permet pas de vraiment comprendre quel est l'impact du traitement précoce. Donc, on a essayé de mimer ça chez les macaques. Donc, on a fait pour la première fois une étude innovante. Donc, c'est grâce à ce soutien de MES d'avenir qui nous a permis d'avoir des groupes très importants de macaques où on a pu traiter ces animaux pendant 12 ans, tous les jours, comme on le fait pour une personne vivant avec le VIH, et donc commencer un traitement 4 semaines après l'infection, en 6 mois, et pouvoir comparer quel est l'impact. Et donc, à cette étude, comme je le disais, on a couplé des études de pharmacologiques, de modélisation virologique, immunologique, d'imaging in vivo, etc. Donc, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais il s'agit d'une collaboration ou d'une donation de fonds d'une compagnie privée pour la recherche fondamentale sans aucun intérêt a priori de cette compagnie pharmaceutique. Et donc, les résultats de l'étude sont assez clairs. Donc, on voit que les animaux qui ont été traités précocement, après 12 ans de traitement, vont avoir une meilleure capacité de contrôle du virus. Et d'ailleurs, on a un pourcentage très important d'animaux qui deviennent des contrôleurs après arrêt du traitement. Donc, ça nous permet de faire tout un tas d'études, en particulier sur la réponse immunologique, la réponse CD8, qu'on voit comment elle va s'améliorer avec les traitements précoces. Et ça, c'est la capacité de CD8 à éliminer les cellules infectées, dont très peu en prime infection, mais beaucoup plus important après l'interruption quand le traitement est pris précocement. Bon, ça c'est un peu l'anecdote aujourd'hui d'un exemple des choses qu'on est en train de faire, mais cette étude, même avant d'avoir publié les résultats principaux de l'étude, a permis d'il y a 15 publications scientifiques, le soutien des doutes, la titularisation de certaines personnes, de nouveaux outils de recherche qui sont appliqués partout, et aussi attirer de nouveaux partenariats et de nouveaux financements. Donc, ce programme ambitieux vont au-delà de la question de recherche spécifique qu'elle est posée. Et après, on a un autre programme, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un programme qui est mis en place en collaboration avec VIV, où là, il y a un intérêt en fait de l'industriel parce qu'on va étudier leurs molécules. L'idée de cette étude, c'est de comprendre mieux la diffusion de certains antirétroviraux dans les différents tissus et savoir s'il y a des opportunités pour améliorer cette diffusion dans les tissus et aller empêcher peut-être certaines multiplications de virus à bas bruit qui pourraient soutenir la persistance des réservoirs. Et donc là, dans ce type d'études qui se fait en particulier au COA, les équipes de Riviera travaillent avec les équipes de ISK et de VIV pour marquer, là c'est le dolutegravir, c'est la première molécule qui a été marquée, et donc on peut aujourd'hui chez les macaques suivre le dolutegravir et sa diffusion dans les corps entiers de ces macaques. Et d'ailleurs, on travaille maintenant sur la mise en place de cette molécule dans des essais cliniques chez l'homme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir suivre en même temps la diffusion de ces molécules, l'activation immunitaire. On peut le faire déjà aujourd'hui avec des scanners d'imagerie, comme on peut le faire pour le suivi de certains cancers chez l'homme. Et on travaille aussi sur la mise en place de marqueurs pour suivre en même temps les virus et les cellules infectées. Et donc, c'est un partenariat intéressant parce que finalement, aujourd'hui, on travaille sur les dolutegravir, qui est un des composants clés des thérapies qui sont proposées aujourd'hui en première ligne. Mais BIF et ISK ont vu le potentiel de cette approche et donc on discute déjà sur la possibilité de marquer le cabotegravir, qui est une des molécules en long acting, donc qui ont une durée de vie beaucoup plus prolongée, qui commence à être mis en disposition. Et il voudrait aussi qu'on s'intéresse à les molécules qui sont en train de développer pour les perspectives de cure. Et donc, voilà, je vais passer sur un réseau qu'on essaie de monter aussi au niveau européen pour développer de nouvelles immunothérapies. Mais l'idée, c'est de partir effectivement de ce qu'on apprend de la recherche fondamentale. Et on a d'excellentes équipes de recherche fondamentale ici en France qui ont développé des idées innovantes. Et on veut aujourd'hui être capable de les porter jusqu'à l'étape des essais cliniques et de développer de nouvelles stratégies. Et pour ça, il nous faut vraiment des financements conséquents.
Donc, on a des essais cliniques qui vont démarrer bientôt, donc je vais les sauter, pour arriver peut-être pour la partie discussion à qu'est-ce que Riviera nous permet en termes de force, donc la pluridisciplinarité de la recherche qu'on fait, l'effet de pouvoir articuler de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, préclinique, clinique, et donc l'implication associative et des participants à la recherche, et ça c'est quelque chose qu'on veut encore renforcer aujourd'hui. Donc originalité, nouveaux concepts, on ne se base pas sur des opportunités parce qu'il y a une molécule ici ou là, c'est vraiment des concepts qui viennent des études des équipes de recherche ici en France, et donc des compléments de ces études entre les corps humains et les modèles primates sur lesquels on a beaucoup d'expérience. On a montré notre capacité à lever des fonds publics et privés conséquents pour porter ces projets. Les faiblesses, c'est qu'on n'a pas de moyens financiers structurants. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ces projets arrivent à la fin, les uns après les autres? Est-ce qu'on va être capable de soutenir cette recherche? On n'a pas un fonds qui nous permet de maintenir un certain élément de recherche. Donc, pareil, c'est la pérennisation de certains de ces partenaires industriels reste pas claire. On n'a pas une identité administrative, donc pour la gestion des projets, c'est compliqué. L'ANRS nous a soutenus, mais même ça devient un peu compliqué. On ressent de la complexité administrative grandissante pour la recherche biomédicale en France. Ce n'est pas uniquement un problème pour le VIH, mais là, c'est vraiment quelque chose où je pense qu'il faut agir immédiatement, sinon on ne sera plus compétitif du tout, on n'est vraiment pas assez réactif face à nos collègues. Et on a aussi des difficultés pour établir des collaborations internationales, en partie liées à des limitations dans les ressources biologiques. C'est très difficile en France d'avoir accès à certains échantillons qui sont indispensables pour la recherche sur la guérison et l'étude des réservoirs. Et avec ça, je vais finir en mettant encore les noms des différentes personnes qui participent dans Riviera, ou les noms des personnes principales impliquées dans l'étude. Et merci à vous pour votre attention.